Rendez-vous le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Au programme, 10 conférences passionnantes, 30 stands et 8 ateliers participatifs autour du bonheur, de la gratitude, de la connaissance de soi et de l'amour. Si vous souhaitez prendre votre place, ne tardez pas, rendez-vous sur le site du congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? À très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi ça va très très bien. On est toujours en train d'avancer sur nos différents projets. D'ailleurs, alors petite actualité, j'en profite pour vous dire que les groupes de Compostelle de juin et de juillet sont complets. Donc si vous voulez participer et venir avec moi sur Compostelle, il reste de la place au mois d'octobre. De mémoire, je crois qu'il reste 8 places sur 12. Voilà, donc si vous voulez venir, vous tapez c'estquoilebonheur.fr dans un moteur de recherche et vous allez arriver sur le site. Et donc là, vous allez voir, en fait, il y a une rubrique événements. Et dans cette rubrique événements, vous allez retrouver les différents séjours que je propose sur Compostelle où du coup, je vais vous accompagner, on va marcher ensemble. C'est très, très sympa. Et d'ailleurs, tiens, un sujet, j'en ai parlé, j'ai fait un post, là, c'était hier ou avant-hier, incroyable. J'étais ce week-end avec des amis, là, on était en train de discuter de plein de choses, de philosopher notamment. Et à un moment donné, un de mes potes me dit, mais tu sais, Julien, quand on arrive dans le hall chez toi, il y a une étoile au sol. Donc moi, là, ça fait 12 ans que j'habite ici à Montpellier et j'avais jamais vu cette étoile. Donc, je rentre le dimanche soir et effectivement, dans le hall, il y a bien une étoile. Donc, je commence à mener mon enquête, à faire des recherches. Et donc, j'apprends à travers mes recherches que en 1090, il y avait une église ici, là où j'habite, Place Jean Jaurès, qui était l'église la plus importante de Montpellier et qui était notamment une église qui accueillait les pèlerins sur Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai trouvé ça complètement dingue parce que pour continuer l'histoire, à l'époque, moi j'habitais à Paris, donc il y a 12 ans en arrière, j'y suis resté 34 ans et j'avais envie de quitter Paris, ça faisait un petit moment, 10 ans d'ailleurs, je crois que je voulais quitter Paris et donc j'ai visité des villes et à un moment donné, je suis arrivé à Montpellier et c'est en sortant de la gare que je me suis senti mais vraiment super bien. Moi je suis très réceptif aux énergies et là vraiment je me sentais un peu comme à la maison alors que évidemment je connaissais pas la ville et vous savez quand on sort des gares c'est pas forcément très glamour, hein. C'est pas les lieux les plus sympas, mais voilà en fait l'énergie du lieu m'appelait et je me sentais super bien. Et donc en 3 mois, le temps de faire des allers-retours à Paris, je me suis installé à Montpellier et depuis que je suis installé à Montpellier, tout s'est multiplié en termes de croissance, j'allais dire personnelle et professionnelle x10, x100, x1000, assez incroyable. Et je me suis senti relié notamment, ça remonte à 4-5 ans, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et voilà. Et donc, j'apprends que voilà, l'église la plus importante de Montpellier, il y a donc en 1090 précisément, il y a des écrits, était une église qui accueillait les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, je trouve ça magique. On est toujours au bon endroit, j'ai envie de dire. Donc, si vous voulez participer, voilà, vous allez sur c'estquoilebonheur.fr. Et la deuxième actu, c'est qu'on est en train d'organiser le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous, qui va avoir lieu le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon. Et si vous voulez prendre votre billet, surtout ne tardez pas. Je crois qu'il reste 250 places sur 600. Ça va être un chouette moment. C'est un très très beau lieu. Il y a 10 conférences, 30 exposants, des ateliers participatifs. Toutes les conférences sont participatives aussi parce qu'on a envie que vous viviez des expériences. Donc c'est vraiment un chouette moment. On sera 700 sur place en tout et pour tout avec les exposants, les bénévoles, etc. Donc c'est vraiment, voilà, ça fait un moment qui fait beaucoup de bien. Je vous montre une petite vidéo qu'on a réalisée en 2023 pour la première édition et on se retrouve tout de suite après avec Laurent. À tout de suite.
Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce qu'on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que des gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour? Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Et oui, le bonheur, il est juste là. Je vais faire apparaître Laurent. Salut Laurent. Bonjour Julien. Comment vas-tu? Je vais très bien. Alors pour la petite info, toi tu te trouves au Canada, mais tu vas nous en dire plus. Donc pour toi là c'est le matin très tôt. Pour rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais que ça passe très vite, 1 heure, je vais te laisser te présenter Laurent pour qu'on connaisse ton parcours, qui tu es, d'où tu viens. Que fais-tu aujourd'hui avec moi? Oui, ok. Alors si je suis là, c'est pour parler un peu du bonheur aussi. Alors je suis né en France, ça fait 25 ans que je vis au Québec. Et j'ai eu la chance de faire un petit voyage dans la lumière en 2012. Et en revenant de ce voyage, mon corps a miraculeusement guéri. Mais en même temps, ça m'a complètement bouleversé, transformé. Je suis parti dans la forêt pendant 3 ans pour me guérir et pour m'approprier à nouveau mon corps, mais parce que je comprenais plus trop finalement qui j'étais. Une grande transformation s'était opérée en moi. Et puis j'ai laissé tomber mes grosses affaires, ma grosse entreprise que j'avais bâtie ici au Québec, pour me concentrer en fait sur l'accueil des gens dans ma maison et les emmener vivre une expérience dans la forêt comme je l'avais vécu moi pendant 3 ans, pour retrouver ma nature en fait, pour retrouver et pour toucher ce bonheur justement qui est pour moi aujourd'hui l'ouverture du cœur en fait, ouvrir le cœur à l'amour. On rentre directement dans le sujet. On parle d'EMI, d'expérience de mort imminente, c'est ça L'expérience de mort imminente en 2012, effectivement. Oui, effectivement, okay. J'étais condamné donc suite à un accident au niveau intestinal. J'étais branché aux soins intensifs, puis à un moment donné, je suis parti dans cette lumière. J'ai fait une rencontre et surtout, je me rappelle d'un ressenti de paix, de sérénité, que j'assimile moi aujourd'hui au bonheur. C'est un ressenti. Alors aujourd'hui, je crois, grâce à la connexion avec la nature, je crois pouvoir retrouver ce ressenti. Alors je le partage aujourd'hui et j'accompagne les gens pour aller toucher cette vibration, ce sentiment, cette émotion. Tu veux dire que c'était tellement fort et tellement bon peut-être et tellement doux, je sais pas, peut-être rempli d'amour. Si tu pouvais nous décrire peut-être un peu plus, que finalement tu as envie de retrouver cette sensation, quoi. Ouais, tout à fait. Alors c'est difficile à décrire tellement c'est bon, tellement c'est bon, tellement c'est beau, tellement ça fait du bien. Et j'ai compris à travers mes marches, à travers cette connexion avec l'amour inconditionnel que je retrouve à travers les arbres, à travers les ruisseaux, à travers la respiration, à travers même le regard, le toucher les arbres, se retrouver dans cette sérénité, cette paix, sortir de ce monde virtuel, de ce monde qui va vite, qui bouge vite, qui fait beaucoup de bruit. Je retrouve cette sensation que j'appelle aujourd'hui le bonheur. C'est vraiment un état intérieur qui me permet d'être complètement détaché de la souffrance,
et de l'émotion négative finalement qui vit en moi. J'ai compris que j'avais des mémoires émotionnelles qui vont s'appeler colère, peur, tristesse, honte, culpabilité. Et toutes ces mémoires-là, finalement, vont se déclencher à travers des relations ou à travers des faits. Et plus je les libère, plus je les guéris, plus je les transmute, et plus j'atteins cette vibration du bonheur. Ça veut dire que tu penses que c'est nécessaire d'être en dehors du système, comme tu me dis, des réseaux, tu vois, alors je pense à Internet, à l'intelligence artificielle, à notre société de consommation, les villes, tu sais, avec cet excès de bruit, de pollution sonore et tout, etc. Tu as l'impression que c'est nécessaire, du coup, de se reculer de tout ça pour aller toucher ce sentiment que toi, tu as vécu? Je crois, oui. Je crois que c'est nécessaire de faire des retraites. Je crois que c'est nécessaire de faire des cures de silence. Je pratique le jeûne aussi, qui permet de se détacher de beaucoup de choses, parce que tout est émotion finalement. Et plus je me détache et plus je peux revenir dans le monde, plus centré, plus serein, plus calme, avec beaucoup plus de détachement. Je suis moins dans l'émotion. Alors je peux être en plein centre-ville de Paris, New York ou Montréal, mais être bien centré. Je peux vivre des relations difficiles, mais rester centré. Parce que je vais chercher cette nourriture à quelque part, qu'on peut aller chercher de n'importe où d'ailleurs, hein, même dans un parc en plein centre d'une grande ville. Il n'y a pas besoin d'avoir une immense forêt comme moi et vivre au Québec pour se connecter à la nature. La nature est partout. Ah oui, tu prêches à convaincu. Tu sais, moi, dans mon premier livre, C'est quoi le bonheur pour vous, en Je suis en Anversois, j'en parle, il y a un chapitre qui est dédié à la nature. Et je dis très souvent que moi, j'ai habité 34 ans à Paris, donc là, pour le coup, c'est pas dans une forêt, c'est dans la plus grande ville de France. Et donc moi, ce que je faisais, c'est que je prenais mon vélo, notamment, tu vois, je faisais 1 heure de vélo pour aller dans une forêt, qui s'appelle le Bois de Boulogne, ou sinon, j'allais dans des parcs. J'avais pas encore les mots, je pense, à l'époque, mais en tout cas, je ressentais vraiment que ça me faisait du bien. Donc moi, quand mes potes allaient se bourrer la gueule dans les bars, bah moi, j'étais en train de méditer au côté d'un arbre, tu vois, parce que je sais pas, ouais, je sentais que ça, oui, ça me faisait du bien. Ouais. Donc là, toi, tu es au cœur d'une forêt, si j'ai bien compris. Oui. Oui, je vis à 1h30 de Montréal, au nord, et j'ai la chance, le privilège d'avoir une immense forêt privée qui fait environ 100 hectares, mais je ne sais pas si on peut se rendre compte. Mais en plus de cette forêt privée, je suis entouré encore de forêts. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que cette forêt, la chance que j'ai qu'elle soit privée, c'est que je la protège. Je la protège. Et c'est comme pour moi, c'est comme un temple, c'est comme rentrer dans une église. Alors cette forêt, j'ai des rituels. Je vais rentrer avec déjà un rituel de gratitude, et je vais ressortir de cette forêt toujours avec un rituel de gratitude. Et au milieu de cette forêt, je vais avoir des pauses. J'ai créé un sentier. Tu parlais de Compostelle, je l'ai fait Compostelle. Je marche beaucoup. Je crois que marcher est très thérapeutique. Et si en plus je marche en conscience et en connexion avec les aides de la nature, alors il peut y avoir une magie qui s'installe. Et c'est ce que j'ai créé ici. J'ai créé un sentier que j'appelle le sentier du bonheur. Et ce sentier fait 3 km, c'est pas énorme, mais je peux mettre des heures pour le faire. Parce que ce sentier va me permettre, et c'est la demande que je fais et que j'ai fait à la terre, à la nature pendant ces 3 années, c'est qu'elle me permette de libérer ce que je dois libérer en moi. Et je le libère par la respiration. Donc je vais inspirer la joie de vivre, par exemple, et je vais expirer la tristesse. La nature se charge, et pas que les arbres, les animaux ou les roches ou les ruisseaux, mais aussi le soleil, le vent, la lune. Je marche la nuit à la pleine lune. J'ai des rituels comme ça. Et aujourd'hui, ces rituels, je les partage. Les gens qui viennent ici viennent passer une semaine. On va parler de la nature, mais on va parler d'émotions beaucoup. On va parler d'alimentation, on va parler de gestion de l'émotion aussi. Parce que ces fameuses mémoires-là, si on ne trouve pas quelque chose pour les libérer, elles reviennent sans cesse, puis sans cesse, puis sans cesse.
qu'on le veuille ou pas. Alors, ce sentier sert un peu à guérir les vieilles choses qui sont logées dans l'inconscient. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu plus, j'allais dire, ce voyage que tu as vécu pendant 3 ans là, dans la forêt? Ouais. Est-ce que tu peux... Parce que si j'ai bien compris, on va revenir un tout petit peu en arrière. Apparemment, tu avais une grosse entreprise au Canada. J'aimerais bien, pour moi, qui dit grosse entreprise dit chef d'entreprise, qui dit chef d'entreprise dit cartésien, qui dit cartésien, tu vois, etc. J'aimerais bien que tu nous expliques un petit peu, c'était quoi ton profil, tu vois, avant, j'allais dire, de vivre cette EMI. C'était quoi ton profil en fait? T'étais qui en fait, Laurent? On te croisait dans la rue, dans ton entreprise, t'étais quel genre de gars quoi? Bah, j'ai toujours été un homme intuitif, instinctif, passionné et autodidacte. Donc je me suis fait tout seul, on va dire. J'ai commencé ma vie dans la police nationale, mais ça m'a pas du tout convenu. J'avais 18 ans. Je suis resté 3 ans, j'ai démissionné parce que ça me convenait pas. C'est pas ce que j'avais appris à l'école, en tout cas. Et puis, je suis parti en affaires. Donc, je suis parti en affaires au départ sur Paris. Je suis né à Paris. Et puis, j'étais chauffeur. J'étais chauffeur d'un homme d'affaires pendant plusieurs années. Puis, à un moment donné, j'ai eu comme l'intuition de quitter mon pays avec ma famille, ma femme, nos 4 enfants. Et on est parti ici au Québec. Je suis parti vraiment très intuitivement. J'ai suivi le fleuve Saint-Laurent parce que je m'appelle Laurent. Je suis monté dans les Laurentides parce que toujours je m'appelle Laurent. Vous voyez, ça tient à pas grand-chose parfois. Mais je me sentais magnétisé par un endroit. Et je suis arrivé dans un petit village extraordinaire au Québec qui est maintenant très connu, qui s'appelle Val-David. Qui est un village spirituel, qui est un village aussi très écologique. Et j'ai passé ma première nuit dans une auberge. J'ai refait un rêve un peu prémonitoire. Et je voyais mes enfants dans la piscine de cette auberge. Alors, j'ai fait une offre au propriétaire de lui acheter son auberge. J'ai tout vendu en France, je suis parti. Et j'ai démarré dans l'hôtellerie comme ça. J'ai démarré avec aussi les problèmes de remplissage. Donc, j'ai fait, OK, la clientèle locale, ça va être compliqué. Parce que les gens montent ou montent pas dans les Laurentides parce que soit il pleut, soit il neige, soit il fait -30, soit il y a des moustiques au mois de juin. Alors à ce moment-là, ils montent pas. Alors j'ai dit bon, je vais aller chercher une clientèle à l'international. J'ai été chercher des clients en France. Je me suis improvisé guide motoneige, guide traîneau à chien, blablabla. Et puis j'ai créé des packages d'une semaine. J'ai fait rêver beaucoup de monde. J'ai fait voyager 17 000 personnes en 12 ans. Mon entreprise est devenue la plus grosse entreprise au Canada d'aventure, on va dire, motorisée, jusqu'à cette EMI où, en sortant de mon lit d'hôpital, ça n'avait plus de sens pour moi, les affaires. Non pas que je ne réussissais pas, je suis devenu millionnaire en étant simplement passionné par ce que je faisais, parce que pour moi, le client, c'était important que je lui donne le meilleur de moi. Le meilleur aussi du Québec, et j'ai réussi grâce à simplement vouloir donner toujours le meilleur. Mais j'ai pas su arrêter alors que ça fonctionnait très bien. J'avais une 30aine d'employés. J'ai pas su arrêter ce stress. J'étais continuellement la tête dans le guidon, comme il dit, puis personne ne pouvait m'arrêter. J'étais tout le temps en train d'innover, j'étais tout le temps en train d'évoluer, mais j'ai pas su me retirer justement, faire des pauses, me retirer dans la nature pour me calmer un peu le mental aussi. Donc je tenais au café, je fumais à l'époque, je mangeais beaucoup, j'étais obèse. Voilà, je me laissais aller finalement parce que pour moi, la priorité, j'étais en mode toujours un peu en mode survie, mais ça c'était dans ma tête parce que finalement j'avais plus besoin de foncer autant, mais c'est ma nature en même temps. On a une nature et c'est difficile parfois de la changer sa nature. Alors j'étais en mode survie, fallait que ma femme, mes enfants, mes employés soient
au mieux, toujours plus. Mes clients aussi. Et je me suis oublié. Ouais, j'allais dire comme beaucoup, hein. En tout cas, moi, Ouais. c'est ce que j'ai observé dans le monde de l'entreprise. Et d'ailleurs, je crois que c'est une des raisons, moi, qui m'a fait faire encore d'aller à contre-courant de cette casquette de chef d'entreprise que je peux avoir, parce que je suis pas un chef d'entreprise comme les autres, et donc d'aller vraiment à contre-courant de tout ce que j'ai pu observer. Et je me remercie d'avoir pris cette décision, parce que effectivement, moi, je trouve que la plupart, ils sont un peu comme toi, hein, et à un moment donné, il se passe quelque chose. Donc c'est un burn-out, c'est un accident, c'est une maladie, tu vois, c'est un truc comme ça. Et d'un coup, ils ont un déclic comme toi, tu as pu l'avoir. Et moi, très souvent, je dis, mais quel dommage, parce que c'est pas nécessaire. Alors ça peut être une voie, en fait, d'attendre effectivement qu'il se passe quelque chose, tu vois, d'être face au mur pour prendre une décision. C'est une voie, il n'y a pas de jugement, tu sais, à avoir. Mais par contre, il y a d'autres voies beaucoup plus douces, tu vois. Ouais. Oui. On peut arriver à peu près au même stade, quoi. Oui, mais, tout à fait. D'accord. Ouais, donc d'accord, donc t'étais cette personne-là, ok. Oui, et donc tout à fait. tu vis ton EMI, donc j'imagine ça doit être très perturbant, parce que c'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours. D'autant plus, de ce que je comprends, ça a l'air d'être quand même assez fort. Il y a beaucoup de témoignages, tu sais, autour des EMI. Est-ce que, par exemple, avant de continuer, est-ce que toi, tu as eu cette vision de te voir, tu sais, sur ton lit, ou est-ce que tu t'es baladé? Est-ce que tu as vécu aussi cette expérience? Ouais. Non. Okay. En fait, je me suis beaucoup intéressé, tellement perturbé. Il y a un médecin, un anesthésiste qui vient de France d'ailleurs, qui a vécu tellement d'expérience en bloc opératoire qu'il a quitté sa job pour faire des conférences dans le monde entier. Son nom m'échappe, mais j'ai eu la chance qu'il vienne faire une conférence à 30 minutes de chez moi. J'ai été l'écouter et c'est là que j'ai commencé vraiment à comprendre ce que je venais de vivre, parce que c'est difficile d'en parler autour de soi, c'est pas commun. Et j'ai rencontré plein de gens du coup qui avaient vécu ce genre d'expérience. Et il y a plusieurs façons de le vivre. Il y a effectivement le détachement du corps et de rester en fait plus ou moins proche de la terre. Alors effectivement, on voit ce qui se passe, blablabla. Mais il y a des EMI où on va vraiment complètement quitter, je dirais, l'environnement terrestre. On est dans une autre, on est vraiment dans une autre dimension. On est dans cette fameuse lumière. Moi, j'ai plutôt été dans cette fameuse lumière qu'on parle, ce fameux tunnel de lumière. Moi, je l'ai pas vu comme un tunnel. Je l'ai vu comme vraiment une lumière, et j'ai rencontré ce que je pourrais me rappeler 12 ans plus tard. C'est que j'ai rencontré un être de lumière. Un être de lumière que j'ai pas réussi à définir si c'était masculin ou féminin. Et cet être-là m'a posé la question si je voulais revenir sur la Terre ou quitter la Terre. J'ai eu ce choix-là. Ça, je m'en souviens. Je me souviens avoir eu ce que j'appelle moi aujourd'hui le libre arbitre. Le choix de retourner dans mon corps qui était terminé. Mon corps, il manquait un poumon, mon foie, mon cœur ne fonctionnait plus, et puis j'avais une anémie majeure. À partir du moment où j'ai fait ce choix, je suis revenu dans mon corps, et 3 jours après, j'ai tout guéri. Tout a guéri en 3 jours. Les chirurgiens, les médecins, ils capotaient, comme on dit au Québec, ils en revenaient pas. Alors j'étais abîmé parce que j'avais eu 5 opérations, donc j'étais alité. Je suis même revenu chez moi alité. J'avais des soins à la maison, mais mon corps était guéri, complètement guéri. Ouais. Incroyable. Ouais, le miracle. Ouais. On pourrait appeler ça le miracle. Ouais. Après, tu me diras, t'es pas le seul. Hein. J'ai déjà entendu ce genre de version où les personnes effectivement rencontrent un être qui est souvent très lumineux, avec cette possibilité de choix. Mais c'est encore plus frappant quand c'est quelqu'un que tu connais un peu qui te le dit, tu sais. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour les gens qui nous écoutent. Si vous avez des questions là ou qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions à Laurent. Ok, est-ce que tu es capable de décrire à quoi ressemble cet être lumineux? Ouais, alors je m'attendais un peu à la question parce que, écoute, ma femme à l'époque est très religieuse du point de vue christique. Alors, je rentre dans son bureau,
Ça faisait déjà quelques jours que j'étais rentré à la maison. Et puis à l'arrière d'elle, dans son bureau, sur le mur, il y avait comme le linceul de Jésus, là, l'espèce de tissu, là où on a le relief de Jésus. Et là, ça m'a frappé. Je lui ai dit, écoute, c'est lui que j'ai rencontré. C'est cet homme-là que j'ai rencontré. C'est cette personne-là que j'ai rencontré. Cet être-là. Et c'est vrai qu'à bien y penser, tout le cheminement que j'ai fait après il y avait beaucoup de relations avec son enseignement. Beaucoup de choses que j'ai vécues après, dont la symbolique du 12, par exemple, qui fait partie aujourd'hui de mon enseignement. Le 12 est un symbole pour moi, est un nombre cosmique. Il va être relié aux 12 apôtres, mais il va être relié à tellement de choses, le 12, dont nos chakras. On a 7 chakras dans le corps, mais on en a 5 à l'extérieur. Les 12, on peut tellement assimiler de 12 que d'ailleurs mon sentier fait 12 étapes. Je les ai reliées aux 12 lois cosmiques. Je travaille sur 12 vertus. Voilà, donc le 12 est devenu pour moi évident lorsque je suis revenu. Et oui, même si je suis pas religieux, même si c'est pas une question même de croyance ou de pas de croyance, c'est que je suis ouvert à tout, surtout depuis 2012, où je vais pas mettre d'étiquette comme ça. Mais oui, l'être de lumière que j'ai rencontré serait assimilé très très proche du maître Jésus. Ouais. Incroyable. Alors tu sais, si on devait lui donner un nom, ouais. Yes. Le chiffre 12, tu prêches à convaincu. Moi, c'est pareil, en fait. Pour moi, c'est un chiffre cosmique. Je sais pas comment on peut le décrire, mais je pensais aussi aux 12 signes du zodiaque. Enfin, on retrouve le chiffre 12, mais vraiment partout. J'en parle d'ailleurs dans mon premier livre. C'est pas le bonheur pour moi, chemin vers soi, parce on me posait la question. Tu sais, par exemple, moi, j'ai envie de vivre jusqu'à 112 ans. Tu vois, c'est pas un hasard, tu vois. Au minimum, sans doute. Enfin, ouais, je suis vraiment raccord avec toi. Ok, donc est-ce qu'il était seul? Est-ce que tu as eu l'impression qu'il y avait d'autres personnes ou c'est juste un être qui était présent? Non, moi je me rappelle juste de cette présence, Écoute, j'en ai des frissons juste à t'en parler parce que c'est une vibration vraiment. C'est très difficile à décrire et tu vois, j'en ai parlé avec des gens qui avaient vécu des expériences similaires et on a du mal à mettre des mots sur la définition de l'amour. C'est vraiment de l'amour. Tu vois, je suis dans l'émotion. Juste en parler, j'ai les larmes qui sont en train de monter parce qu'on retrouve cette vibration. Sur la Terre. On retrouve cette vibration lorsque on sort de nos pensées, lorsqu'on sort de nos soucis, lorsqu'on sort de nos blessures, lorsqu'on arrive à trouver un temps, on arrive à faire une pause dans ce monde-là, qui est notre monde, qu'on crée soi-même. Mais c'est pour ça que j'amène les gens dans la forêt, parce que dans la forêt, on retrouve cet amour inconditionnel, cette pureté, elle est là. Je l'ai retrouvée là. Je l'ai retrouvée à travers les arbres, à travers les animaux sauvages, à travers les rochers, les ruisseaux, le vent. Je retrouve cette vibration. Alors c'est une drogue pour moi aujourd'hui. Moi, je me lève le matin, je pars 2 heures, 3 heures dans la forêt. C'est une addiction, mais c'est une addiction que j'arrive à maîtriser. C'est-à-dire que je peux m'en passer. Je peux être en plein centre-ville d'une grande ville et je vais refaire mon sentier. Je vais refaire mon sentier dans une chambre d'hôtel si j'ai pas le temps parce que je suis très occupé. Je vais refaire mon sentier et je reviens dans cette vibration. Et toutes les personnes que j'amène dans ce sentier le sentent, le ressentent. Même des gens extrêmement fermés, je ne leur parle pas. Je laisse la terre faire ce qu'elle a à faire. Parce que je me demande. Oui, ça m'étonne pas. Tu sais, c'est un peu la petite histoire que je racontais là avant de commencer le live, qui est assez incroyable. Où j'arrive à Montpellier, je ressens justement que je me sens bien avec les énergies. Puis
comme moi je randonne beaucoup depuis que je suis gamin et sur les chemins de Compostelle depuis un petit moment, j'apprends il y a pas longtemps que finalement là où j'habite, place Jean Jaurès, il y avait la plus grande église en 1090 qui accueillait les pèlerins de Compostelle. Donc beau signe, tu vois, de la vie qui dit bah oui, en fait t'es bien à ta place, parce que c'est clair, je me sens tellement bien ici, il y a une vraie douceur en fait. Je sens cette douceur, cette énergie de douceur. Donc je comprends effectivement que, à mon avis, le lieu dans lequel tu te trouves, et je suis persuadé que ton énergie y participe pour beaucoup, je serais étonné que les gens ne ressentent pas ça. Ouais. Oui, alors non seulement ça, mais en plus je crois qu'on a vraiment, de par notre intention, cette capacité de le recréer n'importe où. Et c'est ça qui est beau, c'est que moi je rends les gens non pas dépendants de chez moi, parce que ce serait facile de faire ça, mais je les rends indépendants justement. Et ils repartent avec cette médecine, si je peux dire, et le réinstallent chez eux, dans leur jardin, dans leur plein centre de Paris. On peut recréer le même environnement. C'est une question d'intention finalement. C'est un grand pouvoir, l'intention. Tout à fait. Est-ce que toi, tu les suis, entre guillemets? Est-ce que, justement, pour voir, parce que, tu sais, moi, ce que je vois, c'est que pour bon nombre d'entre nous, on peut avoir l'intention, on peut avoir le désir, on va faire les choses pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis après, tu sais, t'as la vie, en fait, qui te tacle un petit peu, qui te reprend, et puis finalement, t'es plus dans cette assiduité, dans cette régularité, quoi. Est-ce que toi, tu penses que les gens que tu as pu accompagner, ils sont justement dans cette régularité qui est pour moi fondamentale, justement, pour tout changement, quoi? Alors, la magie, je vais parler de magie parce que je crois beaucoup à la magie. La magie du sentier que j'ai créé, c'est que il y a une énergie qui va se déposer, qui va s'installer en eux, qui peut être très inconscient même. Et ce qui est beau de voir, c'est que j'ai même plus besoin de les suivre. C'est eux qui réinstallent ça inconsciemment finalement, à travers leur marche, à travers... c'est comme des codes qui se sont réveillés, parce qu'on les a tous en nous, mais sauf qu'ils sont endormis ou oubliés. Mais finalement, le sentier, lui, il a pour effet de réveiller ces codes, et il les oublie plus. Il les oublie plus. Écoute, moi, je vois des miracles. Hein. Je vois des gens transformer leur vie complètement grâce à cette marche, des guérisons même physiques. Ouais. Ça m'étonne pas. C'est extraordinaire. Je vis vraiment. Ouais, j'allais dire, tu sais, je le vis d'une autre manière quand j'accompagne les groupes sur Compostelle. C'est juste une semaine, donc en fait, on fait que marcher, j'allais te dire, tu vois. Ouais, et quand tu vois comment les gens repartent, mais complètement transformés, avec plein de prises de conscience, enfin, c'est incroyable. Donc, je vois très bien ce dont tu parles, et c'est magique à voir. Hein. Complètement. Ouais. Complètement. Ouais. Et j'ai calculé, tu vois, j'ai inventé un moyen de calculer ton indice de bonheur. Alors, je fais choisir aux gens en début de semaine 12 vertus. Donc, je leur demande, il y en a des milliers de vertus. Hein, alors, ils choisissent la joie de vivre, la bienveillance, la douceur, anyway. Et je leur demande de ressentir en 3 secondes, de ressentir et de mettre un chiffre sur quand ils ressentent la joie de vivre. Est-ce qu'ils sont sur 10? Est-ce qu'ils sont à 6, 7, 8, 9? Et je leur fais calculer ça en début de semaine. Et à la fin de semaine, je leur fais refaire l'exercice. L'indice de bonheur a monté d'un seul coup. L'indice de bonheur a monté parce que ils se sont sortis vraiment de beaucoup de choses. Tu sais, notamment le téléphone, le travail, etc. Et ils ont été vraiment dans ce silence. Ils ont vraiment été dans cette sérénité. Et même si je jeûne, tu vois, j'ai fait ça avec un groupe de jeûneurs. Alors au début, le cerveau est en grosse réaction les 3 premiers jours quand on fait des jeûnes longue durée, hein, jusqu'à 7 ou 12 ou 20 jours, ce que je pratique moi régulièrement. Les gens ont tendance dans les 3 premiers jours à être très très irrités, on va dire. Il leur manque tout, le café, la cigarette, la bouffe. Même moi, je leur enlève même les téléphones, les réseaux sociaux, les amis, la famille. Donc il y a un énorme manque. On pourrait croire finalement qu'ils sont malheureux. Tu les laisses parler, ils chialent là, comme on dit au Québec. Là, ils sont pas bien. Là, ça va pas bien. Là, tu fais des cauchemars, ça va pas bien.
Et finalement, l'indice de bonheur, on le calcule, et à la fin de la semaine, il a encore monté, alors qu'ils ont manqué de tout. Alors, ce qui prouve aussi que le bonheur, il est vraiment, 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 vraiment à l'intérieur. C'est vraiment une perception, finalement. Tellement, tellement. Surtout que dans une société qui nous vend tout l'inverse. Société qui nous dit, voilà, marie-toi, fais des enfants et un travail dans lequel tu vas gagner beaucoup d'argent, achète une grosse maison avec un beau jardin, un chien, un 4x4, et là, tu vas être dans le bonheur. C'est-à-dire que des trucs quelque part matériels, quoi. Alors qu'effectivement, à partir du moment où tu reposes ton bonheur sur quelque chose qui est extérieur à toi, bah, tu seras toujours en manque de quelque chose. Toujours. Qu'il arrive. Et puis, ce qui est intéressant dans ta démarche, pour les gens un peu cartésiens, tu sais, qui pourraient nous écouter, c'est que vous passez beaucoup de temps en forêt et il y a, je sais pas, peut-être 200 ou 300 études scientifiques sur les bienfaits de la forêt qui permettent de montrer justement l'application, tous les bienfaits que ça peut nous apporter sur notre corps, pour notre cerveau, pour tellement de choses. Après, le mieux, c'est de vivre l'expérience. C'est-à-dire pour encore ceux qui seraient, tu vois, dubitatifs, bah, allez marcher 1 ou 2 heures dans la forêt. Soyez conscient de votre état avant de rentrer dans la forêt et après, quand vous allez ressortir. Et moi, je vous défie de me dire que vous n'êtes pas plus zen ou plus calme ou plus apaisé après, quoi. Et on peut faire des demandes. On peut faire des demandes à la forêt. Demande et tu recevras. Et c'est pas juste avec les royaumes de lumière ou avec les guides spirituels ou avec les anges ou les archanges. On est des terriens avant tout. Et moi, c'est ce qu'il m'a fallu 3 ans pour revenir sur Terre. Vraiment, j'étais à côté de mon corps. J'étais plus là. Je comprenais même plus c'était quoi un tournevis ou un marteau. Ah ouais. Je comprenais plus la densité, j'arrivais plus à synchroniser mon cerveau et mon cœur. J'étais vraiment dans mon cœur, j'étais vraiment dans une vibration. Écoute, même ma famille me reconnaissait pas. Je disais des choses où j'avais une perception, en tout cas, des choses qui étaient très 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 spirituelles. Mais il a fallu, et c'est ce que la forêt m'a aidé à faire. Il a fallu revenir dans mon corps, il a fallu revenir sur Terre, parce que finalement, la vie, elle est là, la beauté, elle est là, le paradis, il est là. Il est là, il est pas ailleurs. Comment est-ce qu'on pourrait créer une planète plus belle, plus parfaite? Tu m'étonnes. Mais rien que notre corps, quand tu regardes aussi notre corps est juste incroyable. Ouais. Je me rappelle avoir fait des études, tu sais, à l'époque, ça s'appelait Sciences Techniques Laboratoire. Et donc, on rentrait, il y avait de la biochimie, donc on rentrait vraiment de manière très infime, tu sais, dans notre corps. Et là, tu constates encore plus que c'est une mécanique qui est incroyable. Tu te demandes, en fait, comment on a fait pour nous créer, quoi. C'est juste trop parfait, quoi. Ouais. Alors, merci. Tu vois, la première chose que je fais quand je rentre dans la forêt, c'est merci. Merci pour l'air et merci pour l'eau, parce que on oublie parfois de remercier la base. Tout la simplement. Base. C'est ça, moi, ça fait partie de mes gratitudes tous les jours, tu sais, du matin. Je remercie déjà d'être en vie, de pouvoir respirer, de pouvoir voir, de profiter en fait de la vie, du soleil ici à Montpellier. Enfin, tu vois, tous ces trucs un peu qui nous paraissent peut-être basiques parfois. Mais moi, j'ai une profonde gratitude d'être en vie. Alors peut-être que pour rejoindre ton expérience, tu sais, moi, j'ai eu 3 accidents graves où normalement j'aurais dû mourir. Et je pense que j'ai dû conscientiser aussi au fur et à mesure que tout peut s'arrêter comme ça, tu sais, sur un claquement de doigts. Et quand tu le vis 3 fois, c'est assez marquant hein, quand même. Et là, tu dis, bon, bah ok, j'ai compris, je vais profiter de la vie, quoi. Ouais, profiter de l'instant présent, oui. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Est-ce qu'avant de vivre cette expérience de mort imminente, est-ce que tu étais déjà plus ou moins, on va dire, croyant, en connexion avec Jésus ou pas du tout? Est-ce que tu avais certaines croyances spirituelles, peu importe comment on les nomme, ou tu étais plutôt cartésien? Ouais, non, j'ai eu une éducation, j'ai été élevé j'ai été baptisé, j'ai été élevé chez les curés, j'ai été dans un pensionnat jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc oui, je pense que puis j'ai toujours été mon père était très m'a donné beaucoup de conseils et d'enseignements spirituels. Oui, je pense que j'étais déjà un homme sur le chemin de l'éveil, on va dire. Oui, tu avais la foi en fait. Tu avais la foi en quelque chose qui te dépasse, quoi. Oui,
Ouais. Alors, je mettrai pas les mêmes noms que je mettais à l'époque, parce que je mettais des étiquettes à l'époque, et maintenant je parlerai vraiment de l'amour. J'ai pas d'autres mots. C'est qui le grand maître? Pour moi, c'est l'amour. C'est quoi le bonheur? Pour moi, c'est l'amour, c'est l'ouverture du cœur. Et aujourd'hui, je crois que je suis en train d'inverser le contrôle. Je pense que c'est mon cerveau qui contrôlait mon cœur, puis je crois qu'aujourd'hui, c'est mon cœur qui contrôle mon cerveau, qui est au service. Mon cerveau est au service de mon cœur. Et je pense que c'est là que la magie peut opérer encore plus grand. Même si le cerveau a beaucoup de capacités, mais je pense que le cœur est bien plus fort. Ah oui, bien sûr, je pense notamment à la neuroplasticité, tu vois, où on a quand même cette possibilité de remanier, de créer de nouvelles connexions neuronales. C'est juste assez incroyable quand même ce qu'on peut faire. C'est un super pouvoir qu'il y a beaucoup de gens dont ils sont même pas au courant. La neuroplasticité, comment on peut vraiment rééduquer notre cerveau, avoir une perception différente de la vie, des événements, de manière peut-être plus positive, par exemple. Je trouve ça génial. Et donc, donc tu étais déjà un peu en connexion, parce que j'essaie de comprendre, tu sais, la vision que tu as eue, cet échange que tu as eu avec cet être de lumière. Et c'est pas parce que moi j'ai un côté aussi cartésien, donc j'aime bien comprendre. Et donc du coup, je me dis peut-être que c'est lié aussi, tu sais, à ton parcours de vie, à ton histoire de vie, et ça le justifie peut-être encore un peu plus, Peut-être. Est-ce que tu penses que d'autres personnes qui vivent donc d'autres EMI, tu disais que c'était différent. Moi, il y en a certains qui se sont confiés, qui me disent être rentrés en contact avec des civilisations extraterrestres. Est-ce que tu penses que c'est de l'ordre du possible, ce genre d'expérience? Oui, complètement. Écoute, j'ai été dans mes 3 ans. Il y a beaucoup de choses qui sont revenues en fait de l'EMI, mais que je savais que c'était dans cette expérience que je l'avais vécue, notamment la connexion avec le peuple de la Lémurie. Donc, je me suis intéressé à Telos. Je ne sais pas si tu connais Telos. C'est Aurelia Louise Jones, qui est une Canadienne qui canalisait justement les énergies de Maître Saint-Germain. Et elle a écrit un bouquin qui s'appelle Telos. On parle. Alors, j'ai été au Mont Shasta en Californie parce qu'on dit que au Mont Shasta, c'est sous le Mont Shasta qui existe à peu près à 3 kilomètres intra-terrestre une civilisation dans la 5e dimension qui s'appellerait Telos, qui serait en fait des Lémuriens lorsqu'il y a eu l'anéantissement, on va dire, de la Lémurie et de l'Atlantide. Les Lémuriens se seraient réfugiés sous le Mont Shasta en Californie, aussi sous le Machu Picchu. Donc on aurait des civilisations comme ça dans la 5e dimension qui seraient intraterrestres. Moi, ce que je peux dire, c'est que je l'ai ressenti, ça. Je l'ai ressenti et je me souviens avoir vécu des expériences avec cette civilisation lors de cette UMI, mais je m'en souviens pas avec mon mental. C'est vraiment un ressenti. Et en allant au Mont Shasta, on vit vraiment des choses très spéciales. Il y a des endroits sur la Terre où il est vrai que on ressent des vibrations plus particulières, et là, ça en a été une. Oui, je crois que oui, effectivement, lorsqu'on atteint une certaine vibration, on va dire, une certaine fréquence, on peut, oui, communiquer avec des êtres qui sont dans des dimensions plus élevées, oui. Mais je suis pas sûr que dans mon cheminement, c'est une importance, et aujourd'hui, tu vois, j'essaye au contraire de communiquer plus avec le concret, plus avec le physique, parce que finalement, dans chaque être de la nature, incluant l'humain, bien sûr, puisqu'on est des êtres de la nature, on peut retrouver toutes ces vibrations-là. Tout ça finalement est relié aux mêmes enseignements, qui sont les enseignements du cœur, qui sont les enseignements de l'ouverture vers notre âme, parce que notre âme finalement, c'est quoi? C'est de l'amour. Alors, écouter sa petite voix, c'est simplement écouter son âme et aller chercher cette information, et on peut aller la chercher vraiment à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça qu'en emmenant les gens dans des lieux comme chez moi, dans ma forêt, en conscience, on peut aller chercher ces enseignements-là soi-même. Ah oui, on les ressent.
Ah oui, bien sûr. Mais comme tu le dis, et c'est très juste la façon dont tu l'amènes, toi, chez toi, c'est qu'on a besoin à un moment donné de se reculer, tu sais, de se reculer de nos vies, comme tu dis, du téléphone, je sais pas, de ton activité, si tu es salarié ou chef d'entreprise, etc. De prendre du temps. Moi, je recommande, j'en parle aussi dans mes livres, de prendre vraiment au moins un temps dans l'année, tu vois, ça peut être une journée, 2 jours, 3 jours, une semaine, peu importe. Mais idéalement, de manière répétée quand même, mais au moins une fois dans l'année, de prendre du recul, juste de prendre du recul et d'être seul avec soi-même. Alors, ça peut être dans le cadre de ce que toi tu proposes, ça peut être juste seul avec toi-même. Tu vois, moi, j'étais à Minorque, là, j'ai fait le tour de l'île à pied, bah, j'étais tout seul et moi, c'est ce qui me convient. Mais que chacun trouve vraiment l'outil, j'ai envie de dire, qui lui apporte ça, quoi, parce que c'est tellement nécessaire. Exactement. Moi, je suis juste un guide, hein, c'est-à-dire que je fais pas de longs discours quand les gens viennent ici, c'est simplement de les amener à ce ressenti. Juste de les amener à ce ressenti. Et quand le ressenti il se fait tout seul. Moi, je leur apprends, par exemple, comment communiquer avec un arbre. Parce que je l'ai appris. Alors, je leur transmets ça. Et je peux te dire que les gens, là, les larmes, elles coulent. J'ai pas grand chose à faire, là. C'est juste qu'il y a besoin d'un guide. Tu vois, on est des guides, on est juste, bon, bah, je connais ma forêt, viens, suis-moi, on va aller faire un tour, on va aller faire un voyage. Et c'est des voyages qui vont très, très loin, très, très loin. J'aimerais bien que tu nous expliques cette connexion, comment on rentre en connexion avec un arbre. Si tu peux le verbaliser, je t'explique pourquoi. Parce qu'à un moment donné, j'ai passé une formation en permaculture. Et donc pendant cette formation, le gars qui nous formait, bon, était un mec qui était un guide, hein, très très connecté. Et donc il nous a révélé beaucoup de choses. Et il voyait que pendant toute cette semaine, moi, j'étais toujours adossé auprès du même arbre. Et il est venu me voir, il m'a dit, écoute Julien, j'ai vu que tu avais une petite connexion avec cet arbre. Et c'est vrai que c'est depuis que je suis gamin, hein, que c'est comme ça. Il m'a dit, si tu veux, je peux te faire rentrer en contact avec lui. Et alors, tu sais, c'est un peu un rêve de gosse. Et donc, je lui dis, ok, d'accord. Il me dit, bah, écoute, si tu arrives à trouver du temps, viens me voir et puis on fera ça ensemble. Et en fait, tu sais, j'ai procrastiné parce que j'étais en train de passer ce diplôme. Et je crois que j'ai eu peur en réalité. J'ai eu peur de vivre une expérience qui me dépasse. Et donc, du coup, je me suis trouvé plein de fausses excuses et je l'ai pas fait. Et donc, du coup, j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce qui se passe en fait. Ça veut dire quoi rentrer en contact avec un arbre? Ok. Alors, un arbre, déjà, il faut le voir comme un être, hein, un être vivant, un être qui a un aura ou une aura. Je ne sais pas si on dit un aura ou une aura, peu importe, comme nous. Donc, il a une énergie qui l'entoure. Alors, la première chose qui est importante, c'est de rester en dehors de son aura, comme un humain. Si on colle un humain trop près, à part dans le métro, mais si on colle un humain trop près, on le sent. On est dérangé. C'est comme un espèce de, j'appellerais ça presque un viol énergétique, tu sais. Et on n'aime pas ça. On aime se tenir à distance. Ben, un arbre, pour rentrer en communication avec lui, on va rester un peu à distance au départ. Déjà, premièrement, il faut savoir que, et ton histoire le confirme, on a toujours un arbre dans une forêt qui va nous attirer plus qu'un autre. Pourquoi? Parce qu'il nous appelle. Les arbres nous appellent. Ils nous lancent des messages. On en est conscient ou on n'en est pas conscient. Mais quand on commence à en être conscient, on peut être appelé par un arbre, on peut être appelé par un rocher, on peut être appelé par un animal. Quand on va un peu dans la sagesse amérindienne, c'est vraiment intéressant de voir pourquoi l'animal vient à nous. Et un arbre, pour revenir à ça, on va rester dans son aura et on va lui faire la demande, on va lui demander, on va lui poser la question, est-ce que tu me permets de venir te voir, de venir communiquer avec toi? Alors évidemment, la réponse est toujours oui, hein. Un arbre va jamais nous barrer le chemin. Mais c'est important d'avoir ce rituel de demande. Après, on rentre au niveau de l'arbre et on va chercher autour, on va tourner autour de l'arbre et on va trouver une ouverture. On va trouver une ouverture. Cette ouverture, c'est une ouverture qui va à son cœur. Un arbre a un cœur. Alors, lorsque je vais trouver cette ouverture, je vais poser mes mains sur son tronc, je vais poser mes pieds au sol, éventuellement, pour avoir une belle connexion, ce serait d'enlever ses souliers et ses bas, enfin ses chaussettes, puis de se mettre directement, vous savez, on sait que tous les centres d'énergie, tous les points d'acupuncture dans la médecine chinoise, tout est là sous nos pieds.
Alors, on va se poser au niveau de ses racines. On va poser nos mains sur son arbre, sur son tronc, et on va poser notre troisième œil, notre glande pinéale, mais on va dire notre front. Hein, on n'a pas besoin de dire tout ça. Moi, je raconte pas tout ça. Les gens qui viennent ici, on ne parle pas comme ça. On va poser notre front sur l'arbre. Et là, on est en connexion complète, énergétiquement avec lui. On vient de fermer la boucle, complètement. Et notre cœur, et tu remarqueras la prochaine fois que tu iras en forêt, quand tu trouveras l'ouverture d'un arbre, très souvent, l'ouverture de l'arbre que tu as choisi ou qui t'a choisi est au niveau de ton cœur. Et là, les deux cœurs vont se mettre en connexion parce que tu as fermé, tu as demandé et tu as fermé la boucle énergétique. Et là, à partir de ce moment-là, tu vas respirer. Tu dois respirer avec lui. Inspirer, expirer, inspirer, expirer. Ça peut prendre un petit peu de temps avant de commencer à ressentir même des picotements, des fourmillements, voire même des émotions. La connexion est faite. La connexion est vibratoire. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'un arbre nous explique si il faut changer de job ou déménager. C'est vraiment très, très, très vibratoire. Par contre, ce que je peux dire, c'est que la job, elle continue à se faire après. Parce que le message que l'arbre vient de déposer, il va rester et il va se développer. Il va se développer dans nos rêves, il va se développer par des messages qu'on va voir très rapidement. Et il va se développer vraiment par l'émotion. Et les gens, souvent, très souvent, après une expérience comme ça, vont avoir des émotions qui vont monter, qui vont être des émotions négatives. Moi, je parle beaucoup d'émotions négatives parce que elles sont bloquées, ces émotions-là. Pourquoi la maladie? Pourquoi tout ça? Souvent, à la base, il y a des émotions qui sont logées quelque part. Et aujourd'hui, on prouve que la colère va toucher les reins ou la tristesse va toucher les poumons. Aujourd'hui, il y a des médecins, c'est très scientifique même, c'est prouvé que les émotions, si elles sont pas libérées, ça peut être très dangereux. Alors, les arbres peuvent nous aider concrètement, et ça c'est concret parce que tous les gens qui viennent ici, je les initie à cette communication avec un arbre, entre autres, parce qu'on peut faire la même chose avec une roche. On peut faire la même chose, ça fait la même job, parce qu'une roche peut tout à fait communiquer vibratoirement avec nous. C'est quand même le premier règne sur Terre. Donc, il y a des milliards d'années qui sont stockées d'informations et qui peuvent nous aider. Pourquoi on guérit aujourd'hui avec les cristaux, des massages aux pierres, on le sait. Il y a une vibration qui est très forte et l'arbre, lui, il est très, très, très vivant par contre. Alors, il peut vraiment nous aider. Ce sont des thérapeutes, ce sont vraiment des thérapeutes, mais il faut leur demander. Et avec un petit rituel comme ça, un petit processus de communication, on peut vraiment être en symbiose, en harmonie avec cet arbre qui t'a choisi ou que tu as choisi. Oui, d'ailleurs, je me demande si ce serait intéressant de savoir, pour les gens qui nous écoutent et qui vont écouter le podcast, de nous laisser après en commentaire, si vous avez vécu des expériences similaires avec des arbres. Alors, similaires ou pas, mais en tout cas, tu sais, moi, quand j'étais petit, par exemple, dans la cour de maternelle, je faisais des câlins aux arbres. Et donc, on me prenait pour quelqu'un d'un peu de bizarre. Et puis voilà, tu sais, j'ai toujours continué à faire ça. Je me suis toujours senti bien, en fait, avec les arbres et sur les arbres et dans les arbres. Et jusqu'au jour où j'ai entendu que la sylvothérapie s'était créée, tu vois, qui est vraiment la thérapie où on amène des gens se balader en forêt et faire des câlins aux arbres. Donc, je rajoute cette anecdote pour les gens qui seraient encore un peu cartésiens. Il y a une thérapie qui est énormément pratiquée au Japon, notamment parce que les contacts physiques sont beaucoup plus compliqués d'un point de vue humain là-bas culturellement au Japon. Donc, du coup, pour compenser, entre guillemets, ils vont faire notamment des câlins aux arbres. C'est extrêmement puissant. Donc, je serais curieux d'avoir des retours parce que moi, je serais étonné qu'il y ait une personne qui me dise, je sais pas, je sens rien ou je me sens pas bien ou tu vois, pour moi, il y a tout le temps un effet bénéfique quoi en réalité. Mais c'est vrai que c'est peut-être assez infime quoi. C'est pas comme si tu prenais un Doliprane quoi. C'est subtil. C'est ça. Et est-ce qu'on peut s'exercer, selon toi, à ressentir davantage cette subtilité? Oui,
C'est comme tout. Je pense que c'est de l'entraînement. Je pense que c'est l'entraînement. Je crois que un peu comme la méditation, un peu comme en fait moi mon sentier c'est un sentier de méditation, on va dire active, tu vois. Parce que j'arrive pas trop à méditer assis, tu vois. Il y a tellement de façons. Moi, mes plus grands messages, ils arrivent, je suis sur le bol de toilette, tu vois. Je suis sur la toilette et j'ai des messages qui arrivent. Donc, tu vois, c'est un peu inusité des fois. Mais oui, je pense que tu vois, la forêt m'a appris la discipline, m'a appris le rituel, la répétition du mouvement, la répétition même de la pensée, la répétition de la gratitude, tu vois. À force de demander, à force de remercier, à force d'invoquer aussi la joie de vivre, à force d'invoquer la bonté, la bienveillance, bien inconsciemment mon énergie s'élève. Parce que je le fais tous les jours. Tous les jours, ça fait 12 ans que je marche ce sentier tous les jours. Tous les jours, à part si je suis en voyage. Mais comme je te dis, je vais le refaire. Je vais en France, je fais mon sentier sur n'importe où. C'est vraiment une question de répétition, je crois. Je crois que c'est important déjà pour le cerveau de répéter. Et on dirait qu'à force de répéter, c'est un peu comme la musique, c'est un peu comme le sport, c'est un peu comme tout. Je pense qu'il faut pour se libérer de ces vieilles pensées, de ces vieilles émotions, parce que ce sont des traumas qu'on a de cette vie, mais je crois que ce sont des traumas qui sont même bien plus profonds que ça et qui viennent de bien plus loin que ça, qui viennent de l'ADN, qui viennent de nos parents, qui viennent de nos grands-parents. Ça remonte à très loin et on les porte. Je me suis vu porter des mémoires de pervers narcissiques, de colériques, de dépressifs. Même j'ai ressenti la haine. La plus grosse émotion qui m'a complètement bouleversé, c'est la haine. Il m'a fallu des jours et des jours à pleurer sur la terre pour que la terre m'aide à libérer cette mémoire, qui était une mémoire. Je la ressentais pas, cette haine, mais elle était là. Elle était là et c'est à travers l'interaction avec les humains, c'est à travers nos relations qu'on déclenche. Et souvent, on a tendance à fuir nos mauvaises relations, ce que nous, on juge mauvaises relations, qui sont finalement des relations karmiques selon moi, et qui sont des cadeaux. Et plutôt que de les rejeter, c'est d'accepter que cette personne-là est en train simplement de nous refléter une mémoire. Et ça, je l'ai compris. Et en étant tous les jours à libérer ces mémoires, ça fait 12 ans que je le fais, et j'en ai encore. Et je pense que j'en aurai encore dans 10 ans, j'en aurai encore. Mais je marche vers ma guérison. Et pour moi, le bonheur, c'est la guérison. C'est vraiment un chemin, peu importe le médium que je vais prendre, peu importe la médecine que je vais utiliser, peu importe. Je pense que ce qui est important, c'est de se mettre en marche et de marcher vers soi. Parce que tu vois, c'est ce que les Amérindiens appellent ici le chemin rouge. C'est vraiment un jour d'être éveillé à cette conscience que on peut changer le monde si on est capable de changer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est difficile de marcher vers soi. C'est difficile d'accepter d'avoir de la colère, de la peur, de la tristesse, de la honte, de la culpabilité. C'est difficile. Il faut être courageux. Il faut être très courageux. Puis, une fois de plus, moi, comme je le dis très souvent, on n'est pas dans des sociétés respectives un peu partout sur notre planète où la société nous guide, tu vois, vers plus de savoir-être, vers plus de connaissance de soi. On est complètement à l'opposé. Et donc, bien évidemment, un jour, pour certains, et pour moi, c'est plutôt bon signe, tu as un déclic dans ta vie, peu importe comment ça arrive, et du coup, tu te mets en chemin. Alors, il y en a qui commencent très tôt, comme moi, et puis il y en a d'autres qui vont commencer beaucoup plus tard, peu importe. En fait, on s'en fiche. Mais je crois que le plus important, c'est justement de commencer un petit peu à aller sur ce chemin vers soi. Et comme je le dis très souvent, de comprendre son propre mode d'emploi, tu vois, comment on fonctionne, en fait, qui on est, quoi. Qui on est. Qui on est. Qui suis-je? Moi, tu vois, les 3 questions que je me suis posées en revenant de cette EMI, c'est qui suis-je? Comment puis-je servir? Tu vois?
Ouais. Et pourquoi je suis là, pourquoi toutes ces drames, tu sais, pourquoi c'est difficile, pourquoi il existe la maladie, la guerre et la famine, pourquoi? Tout a une raison. Le drame est un cadeau. La maladie est un cadeau. Moi, je l'ai remercié, la maladie. En souffrance, je remerciais la maladie parce que je savais qu'elle était en train de me transformer. Ouais, tout est question de perception ou de lunettes. Tu sais, moi, très souvent, je dis aux personnes, bah, essayez de changer de lunettes pour voir justement les choses de manière différente. Et ça tient beaucoup à ça, hein. Pour des situations similaires, tu vois, on aurait été par exemple à ta place, chacun et chacune. Tu vois, on est 100 personnes, tu vois, à vivre la même expérience que toi. Ben, tu verrais qu'on la transforme, mais de manière complètement différente les uns et les autres. Ouais. Ouais. C'est hyper intéressant de voir ça. Et donc, du coup, pour moi, ça pointe du doigt si on est 8 milliards d'individus, on est peut-être 8 milliards de mondes différents, tu vois, à vivre dans des mondes différents, parce qu'on a des perceptions différentes de la vie, des événements, etc. Et donc, ouais, se positionner comme un chercheur pour essayer de se comprendre. Alors, c'est ça. Comment on fonctionne. Et donc, si on veut venir, parce que je vois que ça fait déjà quasiment 1 heure là qu'on est en train de papoter, si on veut venir te voir, Laurent, c'est possible? Oui, bien sûr. On fait comment? Oui. Alors, j'ai un site web. J'ai un site web. Donc, mon entreprise s'appelle Bonhora. Donc, le bonheur avec un grand A. Le A pour amour et accomplissement. Donc, bonhora.com. Sur ce site, on va pouvoir déjà découvrir le lieu où je vis et le lieu que je partage, le lieu d'accueil. Donc, c'est une maison avec 5 chambres d'hôtes, on va dire. On pourrait appeler ça comme ça. Les gens viennent viennent des États-Unis, viennent de Montréal, de Toronto, donc on va dire plus local. Les gens vont venir 3-4 jours pour venir se reposer. C'est un endroit de repos, de ressourcement, de bien-être, on pourrait dire. Mais ma clientèle, elle va être beaucoup plus dirigée vers l'extérieur du pays, donc vers la France, puisque je viens de là-bas et ça fait 25 ans que je développe ce marché, on pourrait dire, si on pourrait dire comme ça. Les gens, je vais les chercher à l'aéroport de Montréal, je les accueille à l'aéroport, je les amène chez moi. Donc, j'accueille des petits groupes. Ça va être des groupes qui vont s'inscrire comme toi et ta blonde, par exemple. Puis, je vais avoir 2, 3, 4 couples que je vais chercher à l'aéroport qui viennent souvent de Paris, de Marseille, de Lyon. Et puis, ils viennent passer une semaine chez moi. Donc, je les loge. Je m'occupe des repas. Et chaque jour, on va aller vivre une expérience différente dans la nature. Ça peut être évidemment la marche. Ça peut être descendre une rivière en canot dans un parc national. Ça peut être aller passer une journée dans une réserve pour aller observer l'ours noir, le loup. Voilà, il y a une très belle réserve ici, non loin de chez moi. On va passer une journée dans un spa. J'amène les gens vers le massage parce que souvent, nous, on consomme beaucoup de ça ici au Québec, mais souvent de la France, les femmes vont consommer du massage, mais les hommes, j'ai plus de mal à les amener sur une table. Mais finalement, j'y arrive quand même. J'arrive à la fin de la semaine à ce qu'ils vivent cette expérience. Voilà, bon, j'ai une formule comme ça qui est tout inclus finalement, qui peut être l'été, l'hiver, l'automne, voilà. Et puis le domaine, je le mets à disposition aussi. J'en parle parce que je sais que tu as une clientèle qui est dans ce sens-là, que j'ouvre aussi à des thérapeutes. Donc les thérapeutes cherchent des endroits pour venir avec leur clientèle. Et là, on peut faire une alliance de médecine, si je pourrais dire, où le thérapeute, lui, va enseigner ce qu'il a à enseigner. Et puis moi, je peux m'occuper des gens en demi-journée pour les emmener dans la forêt, vivre une expérience avec moi. Alors ça, les thérapeutes aiment bien parce que c'est du clé en main, ils s'occupent de rien, je leur offre toute la logistique. Et en même temps, ils ont des pauses aussi dans la journée de plusieurs heures où moi, je peux prendre le relais et les emmener. Et puis ça crée vraiment un mixte qui est parfait, puisque rester dans une salle pendant 8 heures à écouter les accords Toltec ou autres, à un moment donné, le cerveau il décroche. Alors que là, en les emmenant dans la forêt, voire même enseigner dans la forêt,
dans cette forêt de surcroît, je pense que le mixte, il est gagnant. Hein. Oui, ça m'étonne pas. Et, toute l'année, c'est 12 mois, on peut venir vraiment toute l'année, peu importe. Ouais, on peut venir toute l'année. Ouais. Alors moi, j'ouvre un calendrier qui n'est pas toute l'année parce que je prends du temps pour moi. Mais quelqu'un qui me dirait à n'importe quel moment, toi-même, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, je te dis, Julien, faut que tu viennes. Tu m'appelles et tu me dis, Laurent, je suis là la semaine prochaine. Laurent, il va être là. Ok. Je suis là pour servir. Hein. C'est pas une business. Je suis pas là pour faire de l'argent. Moi, mon argent, il a déjà été fait. Je veux être clair avec ça. Mais je veux transmettre tout ça parce qu'il y a des tu sais, l'abondance, par exemple, il y a des codes, il y a des choses que je peux transmettre. J'ai une vie très abondante et je me suis même posé la question, comment se fait-il que j'ai autant d'abondance dans ma vie? Et j'ai compris pourquoi j'avais autant d'abondance. C'est parce que j'ouvrais toujours un peu plus mon cœur et j'ai gagné de l'argent en donnant. Ce qui est parfaitement logique. Oui, parfaitement. Mais c'est vrai qu'il y a encore peu de personnes qui l'ont compris. Mais on ne sait pas toujours. Voilà, c'est ça. Des fois, on focus sur l'argent un peu trop et puis finalement, c'est pas le bon chemin. Plus Exactement, on focus sur l'argent, puis moins il rentre. C'est ça. Moi, je dis que le bon indicateur, c'est la joie. La joie. Exactement. Faire ce qu'on aime et aimer ce qu'on fait, ça, c'est le secret, c'est sûr. C'est ça, ouais. Ouais. Et les gens qui viennent ici se posent des questions dans leur vie. À la fin de la semaine, ils ont les réponses. Ouais, et souvent, c'est de la peur. C'est la peur de passer à l'action, la peur de divorcer, la peur de se séparer, la peur de quitter sa job, la peur de quitter son pays même, tu sais, ou sa maison. C'est des zones de confort que le cerveau s'installe et finalement, c'est souvent la peur qui nous limite à passer à l'action. Et là, ici, ce que la forêt arrive à faire, c'est de faire tomber ces barrières-là. Et je vais faire marcher les gens d'ailleurs la nuit. Parce que souvent, la nuit, on a peur de la nuit. Tu sais que moi, les gens, j'ai des gens qui viennent ici qui ont peur de la nature, hein, qui ont peur de la forêt, hein, même en plein jour. Hein. Ouais, ils ont peur de la solitude. Tu vois, et ça, c'est des choses qui peuvent se guérir sur des mémoires. La peur du loup, la peur de l'ours, pourquoi? Ça, moi, c'est les films. Hein. Ça, c'est les films. Hein. C'est ça, c'est vraiment l'inconscient collectif qui véhicule des images et finalement par l'expérience, je pense qu'on peut vite ressentir que la peur elle est pas rationnelle finalement. Il y a beaucoup de peurs qui ne sont pas rationnelles et le fait d'aller d'oser rentrer dans une forêt alors que ici moi j'ai des ours, j'ai des loups, j'ai tout ce que tu veux. Et le fait de rentrer dans cette forêt en pleine nuit, sans lumière, je peux te dire qu'on va aller la chercher, la peur, là. Et les gens vont vite se rendre compte que c'est une illusion. Ouais. Justement, moi, j'invite les gens aussi à vivre cette expérience parce que je me rappelle très bien la première fois où j'ai dormi tout seul dans une forêt, donc dans une tente. Et donc, bien évidemment, j'étais bercé par, tu vois, de fausses croyances. Tu sais, t'imagines plein de trucs, mais ce que t'imagines en réalité, c'est ce que tu as vu à la télé, c'est ce que les gens disent autour de toi. C'est absolument pas la réalité. Et donc, quand j'ai vécu cette expérience, ça a été magique. C'était, je crois, une de mes plus belles nuits, au fait, depuis mon existence. J'ai adoré. Alors, bien évidemment, t'es pas seul, hein, quand tu dors dans une forêt, t'entends quand même plein de choses. Mais c'était magique. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire que quand j'invite les gens à le faire, ils ont tous le même discours. En fait, ils ont peur. Ça les fait flipper. Ils disent, ah non, moi, je me vois surtout pas dormir. C'est humain. Ouais, exactement. Laurent, c'est super intéressant notre échange. J'aimerais tant qu'on puisse discuter. Bon, ça fait déjà un peu plus d'1 heure qu'on échange. Un grand merci. J'ai mis le lien de ton site internet dans les commentaires pour que les gens aillent sur ton site. Oui. Je le remettrai, je le rappellerai, mais on peut le redire, c'est Bonheurea, donc BONHEURA, bonheurea.com. Vous aurez toutes les infos sur son site. Et puis, pour ce qui me concerne, j'ai hâte de venir te voir. Oui. Quand ça sera le bon moment. Moi aussi, j'ai hâte. Encore un grand merci. Laurent, passe une belle journée. Amuse-toi bien. Merci. Sois heureux. Merci, à tout bientôt. Merci, salut. Ciao. Ciao. Et voilà, les amis, c'était Laurent Louane. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Super intéressant, Laurent. J'ai beaucoup aimé son discours.
J'aime bien ces discours quand même très cartésiens, ancrés et en même temps très ouverts sur le monde, et pas que sur le monde physique, mais aussi dans le domaine de l'invisible, parce que le champ des possibles est là. C'est comme ça, c'est la vie. Alors après, c'est des questions de croyance. En tout cas, moi, je pense qu'effectivement, il n'y a pas que ce qu'on perçoit, il y a aussi de l'invisible. Donc, c'est très intéressant. Je vous rappelle, c'est bonorea.com pour aller le voir. Il est au Canada, il est dans les Laurentides, un coin qui est magnifique. Donc, moi, je connais les Laurentides parce que je suis allé plusieurs fois au Québec, donc dans la région du Québec, dans le cadre de tournées autour de mes films. Donc, je partais à Toronto, j'allais à Québec, à Montréal. Après, j'allais donc dans la ville de Québec et je remontais dans les Laurentides, parce que les gens organisaient des projections de mes films avec des débats. C'était super intéressant. Et tout ce coin là-haut, justement, j'ai pas encore vraiment eu le temps de le visiter. Donc, j'ai hâte d'aller voir Laurent quand ce sera le bon moment. Je vous rappelle que si vous voulez venir passer aussi un bon moment avec nous, ce sera le 12 et le 13 juillet au Palais des Congrès à Arcachon pour notre 2e congrès. C'est quoi le bonheur pour vous? Donc, si vous voulez prendre vos places, la billetterie est en ligne. Vous allez dans un moteur de recherche et vous tapez « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle matinée, peu importe là où vous êtes sur la planète et à quel moment vous allez nous écouter ou nous regarder. Et je vous dis à très vite. Allez, ciao, ciao. Tout d'un coup, on rentre dans une salle où il y a beaucoup d'enthousiasme, où c'est joyeux. Je pense qu'on a tendance à se défendre de nos peurs plutôt que les accepter, leur faire de la place et les affronter. Parce que on a une vie trop sédentaire. Donc on est tous sur des rails, on nous dit voilà, c'est tout droit. Il faut que les gens osent faire des pas de côté. Le bonheur pour moi, c'est l'alignement. On grandit dans un environnement qui nous apprend à être d'une certaine manière pour pouvoir être aimé. Généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat. On va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ce cœur et comment dans votre quotidien vous pouvez vivre plus pleinement avec un cœur plus éveillé. Comment on peut influencer sa santé, sa vitalité et son amour. Qui sommes-nous? C'est pas évident de répondre à cette question. Je crois que le bonheur, il va au-delà de soi. Si on veut s'inscrire dans cette vie avec le plus d'épanouissement possible, ce qu'il nous faut, c'est l'amour. Comment vous vous sentez, Arcachon? Je pense que le bonheur, il est juste là. Tout reprend du sens. C'est juste ça. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.